Bien, on va remercier les journalistes qui ne sont plus habitués à ce qu'il y ait des visites politiques, surtout dans cette école. Donc d'abord, Monsieur le Président, cher François Hollande, je voulais vous remercier parce que ça fait 21 mois qu'on est en disette de conférences et celle-là a tellement de succès qu'il y a 2 amphis qui nous regardent en ce moment que je salue. Et pour gérer la frustration de ceux qui n'ont pas pu rentrer dans l'amphi principal, leur dire que dans un deuxième temps de cette soirée, au moment de la dédicace, évidemment, les personnes qui sont dans les autres amphis pourront descendre ici et vous saluer s'ils le souhaitent. Donc merci de nous rendre visite dans ces nouveaux locaux. Alors, message évidemment personnel, puisque François Hollande a été mon prof il y a très longtemps, très longtemps, hein, dans une autre vie, mais ça m'a permis quand même de mener un parcours absolument remarquable. Et puis rappeler aussi que dans les anciens locaux de Sciences Po Lille, en 2010, nous avions reçu François Hollande, qui à l'époque était un peu seul dans l'histoire du PS et qui 2 ans après était élu président de la République. Donc je ne sais pas si ça va se repasser, mais en tous les cas, on avait en fait servi de lieu un peu de porte-bonheur pour vous. Voilà. Donc le principe étant de laisser les étudiants gérer. Donc ce sont 2 de nos étudiants qui vont animer ce temps, alors qui a vocation à durer, allez, on va dire 1 heure, une bonne heure. Donc je laisse les étudiants prendre la main en vous remerciant encore une fois pour votre visite. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je suis heureux de pouvoir briser la solitude qui était la vôtre depuis maintenant près de 2 ans et de permettre d'accompagner la mienne et de vous retrouver ici, nombreux, peut-être aussi dans l'autre amphithéâtre. Pour les journalistes qui s'interrogent toujours sur les raisons d'une visite à Lille, il y a 2 interprétations possibles. La première, c'est que je vérifie toujours, même 30 ou 40 ans après, ce que sont devenus mes étudiants. Donc je voulais savoir ce qu'était aujourd'hui la position du directeur de l'Institut d'études politiques de Lille. Je crois qu'elle est bonne. Et donc mon intervention en tant que professeur n'aura pas été inutile. La deuxième, c'est que chaque fois que je vais à l'Institut d'études politiques, il se passe des choses sur le plan politique. Et donc on verra quel est l'effet de ma présence ici. En tout cas, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Donc d'abord de ceux qui animent le débat. Et ensuite de la salle si on lui donne la parole. Bonsoir Monsieur le Président, merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous avons aujourd'hui le grand honneur de vous recevoir au sein des locaux de Sciences Po Lille. Je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venus et au nom de la reine de l'IEP que représente ici Louis Bazel et du groupe socialiste universitaire de Lille que je représente, vous accueillir dans ces locaux et nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous ce soir. Donc dans l'heure qui suit, nous allons procéder à un échange et à des questions que nous allons poser avec Louis Bazel, tout en alternant avec vos questions du public, qui je suis sûre seront nombreuses ce soir. Donc je pense qu'on peut tout de suite commencer avec les questions, étant donné qu'on en aura beaucoup à vous poser. Nous avons lu avec grand intérêt votre livre et plusieurs points ont retenu notre attention. Tout d'abord, je souhaite rappeler que son livre intitulé « Affronter » sera disponible pour une séance de dédicace ce soir après l'échange avec Monsieur le Président, ainsi que qui sera disponible à l'achat. Donc, je citerai tout d'abord j'aurai tout d'abord un point qui fera office de première question pour cette conférence. Votre livre s'intitulant « Affronter », je me demandais quel sens, dans le cadre de la gauche socialiste aujourd'hui, prend ce mot. Quel est le sens du mot « affronter » pour la gauche aujourd'hui? Vous écrivez dans votre livre que dans un contexte où chaque sensibilité joue sa survie plutôt que sa victoire, la gauche a beaucoup d'obstacles à affronter en 2022. Et je me demandais du coup quel était le principal défi pour la gauche en 2022. Qu'est-ce que la gauche doit affronter en 2022? Et plus spécifiquement, vous parlez de survie politique pour les mouvements et les sensibilités de gauche. Si tel est le cas, quel est le rôle du PS dans
dans cette élection présidentielle. Le PS joue-t-il sa survie en 2022? Bien, affronter, j'ai pris ce verbe parce que je considère qu'il est celui qui est le plus adapté à la situation, pas simplement de la gauche, mais de la France et plus largement même de l'Europe. Nous avons trois grandes crises devant nous. Je ne parle pas de la crise sanitaire. Nous avons d'abord le premier enjeu, c'est de réussir la mutation climatique qui est maintenant irréversible dans ses effets et donc dans la lutte contre ses effets. Et tous les gouvernements, d'autres en particulier, devront engager des politiques qui seront celles de la transformation de nos systèmes industriels, de nos modes de consommation, de nos modes de production, et avec une tendance à la hausse des prix de l'énergie sous toutes ses formes, ce qui appellera nécessairement une redistribution des revenus dont il faudra savoir par quel mécanisme. Est-ce que c'est par la fiscalité? Est-ce que c'est par l'offre de biens et de services? Ou est-ce que c'est par des mécanismes de compensation? Ce qui me rend confiant dans la social-démocratie, c'est que je crois qu'elle est la mieux adaptée à réussir cette grande mutation dont aussi les aspects d'éducation et de formation sont des dimensions de cette transformation. Le deuxième grand enjeu que nous aurons donc à affronter, c'est la crise démocratique. Elle n'est pas propre à la France, mais elle est particulière à la France. Et c'est dans les premières pages du livre que j'évoque le désordre et la confusion politique dont vous êtes vous-même les spectateurs et dont les partis qui ont beaucoup baissé d'importance sont d'une certaine façon les responsables. C'est-à-dire que nous sommes dans une société politique où les grandes organisations ont décliné, où les grandes idées, les grandes idéologies se sont affaissées et où les citoyens sont sans grande référence au-delà de leur sensibilité particulière. Ce qui fait que les populistes trouvent nécessairement dans cette porosité, dans cette instabilité, dans cette volatilité, des éléments pour trouver des peurs à agiter. Car le populisme vit forcément sur des peurs. Et puis, il y a une troisième crise que nous avons à vivre, un troisième enjeu, c'est sur le plan international, parce que le monde que nous allons affronter, il est celui des puissances qui se sont réinventées, réorganisées à l'échelle de la planète. On le voit avec la Chine, qui veut non seulement devenir la première puissance économique, mais qui maintenant a des ambitions militaires. On le voit avec la Russie, qui sur le plan économique est en déclin, plan démographique aussi, mais qui utilise la fibre nationaliste, patriotique, pour peser sur l'Ukraine et sur l'ensemble des pays qui ont été détachés de l'Union soviétique. Vladimir Poutine considérant que la plus grande catastrophe qui se soit produite est la disparition de l'Union soviétique. On voit aussi le retour de certains empires, turcs, Iran, et la présence d'un terroriste qui n'a pas disparu, même si l'État islamique a été démantelé. Donc voilà, c'est ça les enjeux. Alors après, pour la gauche, le vrai enjeu pour la gauche, ce qu'elle doit affronter, c'est est-ce qu'elle est capable de revenir aux responsabilités du pays? Ou est-ce qu'elle est simplement dans une position spectatrice où tout l'intérêt du scrutin, c'est de savoir, parmi les différentes familles politiques ou ce qu'il en reste, quelle est celle qui va être la plus importante. Or, la leçon que je tirais de la vie politique de ces dernières années, pour que la gauche arrive au pouvoir, ce qui n'est pas si fréquent, même si ça s'est produit depuis 1981 avec François Mitterrand 2 fois, avec Lionel Jospin dans le cadre d'une élection législative, et avec moi-même avec une élection présidentielle, c'est que chaque fois que la gauche a pu parvenir au pouvoir, ce n'est pas parce qu'elle était unie derrière un seul candidat, c'est lorsqu'elle a été capable d'avoir une force centrale, motrice, qui faisait qu'une candidature se détachait de toutes les autres et devenait fédératrice. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas, ce qui rend les gauches impuissantes et la tentation pour beaucoup de nos concitoyens de chercher un vote utile. Car le vote utile est toujours, en dernier ressort, celui qui va faire un moment la différence. Voilà pourquoi j'ai pris le mot affronter, parce qu'il ne faut pas fuir, parce qu'il ne faut pas éviter, parce qu'il faut
être conscient de ce qui nous attend. J'ai occulté, mais je ne veux pas être trop long, également l'enjeu de la dette, puisque au lendemain de 2022, avec une inflation qui repart, avec des taux d'intérêt qui vont sans doute eux-mêmes augmenter, la question de la dette publique va être posée, mais on verra comment on la résoudra. En tout cas, ce sera le président ou la présidente de 2022 qui aura, en plus de toutes les charges dont je viens de parler, celle aussi du fardeau budgétaire. Bon, ça va, je ne vous ai pas complètement écrasé, éteint. Et il y a des gens qui achètent le livre, qui viennent me voir en disant « Moi, j'achète votre livre, ça pourrait me vexer, uniquement pour le titre. » Bon, très bien, prenez-le, parce qu'ils sont conscients qu'il faut affronter. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On va passer aux questions du public. Donc, juste une seule question. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir en face de moi. Alors, j'ai pas eu cette chance en 2019 à Lille 2, du coup, mais je suis revenue poser une question. Oui. Donc, vous parlez de l'union de la gauche, et c'est vraiment magnifique ce que vous avez dit. Vous avez vraiment tout concrétisé, mais vous avez parlé de la dette publique. Et moi, j'aimerais vraiment poser la question une fois sur plus sur l'union de la gauche, parce qu'aujourd'hui, vous avez eu un échange long avec Lula, de Monsieur le Président, l'ancien président brésilien. Et moi, j'aimerais juste voir votre position, parce que n'oublions pas que Madame Hidalgo se lance dans la campagne pour le PS, par l'investiture du PS. Et Madame Hidalgo était aussi présente avec vous à ce moment-ci, avec Monsieur Lula en France. Et n'oublions pas que Monsieur Lula a réussi à réunifier la gauche au Brésil sur un seul pacte social, écologique et républicain et laïque. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il faudrait faire comme ce qu'a fait Lula avec toute la gauche au Brésil et une sorte de constituante? Parce qu'on en a tous besoin, Monsieur le Président, vraiment. On a besoin de ça. On a besoin d'une gauche, maintenant. Bon, merci pour toutes vos questions qui nous ont emmenés en France, au Brésil, à gauche, pas à droite, j'en conviens. Un mot sur Lula, il a été président 2 mandats de suite. Il avait réussi aussi à transmettre à sa successeur, Dilma Rousseff, le pouvoir présidentiel. Puis ensuite, ça s'est disloqué parce que la gauche, aussi au Brésil, s'est divisée. Ensuite, il a été victime d'un procès. Je ne reviens pas là-dessus. Il a été mis en prison. Et puis, il est sorti de prison avec une énergie décuplée. Et il fédère d'autant plus la gauche brésilienne que l'extrême droite est au pouvoir au Brésil. C'est plus facile de faire l'union quand on a une droite dure ou une extrême droite. Mais néanmoins, l'union, pour être réaliste, elle suppose un programme, vous l'avez dit d'ailleurs, un programme minimal, un programme commun. S'il n'y a pas de programme commun, on peut faire toutes les primaires possibles et imaginables, mais comment gouverner ensuite? Donc la condition première pour que la gauche se réunisse, si on disait qu'il fallait qu'une seule candidature, c'eût été de préparer depuis déjà des mois un programme commun. Ça n'a pas été fait, ni entre les socialistes et les écologistes, qui auraient été quand même finalement assez accessibles, ni alors encore moins avec Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même ne le souhaite pas. Et ensuite, parce que lui-même, ses propositions s'écartent de ce que pourrait être un programme de la gauche du gouvernement. Donc à partir de là, dès lors qu'il n'y a pas de socle commun, il est très difficile d'avoir une unité par une candidature qui viendrait fédérer toutes les autres. François Mitterrand, pour donner des aperçus historiques, avait été candidat unique de la gauche, commun de la gauche en 1965, ça vous paraît de la préhistoire, en 1974, ça vous paraît de l'histoire, mais ça n'a jamais fonctionné. Il a été élu, et moi je l'ai été aussi, dans un contexte de gauche divisée, ce qui n'empêche pas l'élection, ce qui en revanche complique la gestion et complique le gouvernement lorsqu'il a réussi à se constituer. Pourquoi ça le complique? Parce que en réalité, l'élection présidentielle, votre seul socle de soutien, il est le score de premier tour. Et moi, j'avais fait par exemple 28% au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Ensuite, j'avais été élu avec 52% des suffrages,
Mais ça ne voulait pas dire que ceux qui avaient voté pour moi au deuxième tour partageaient les convictions qui étaient les miennes. Et il y avait même des électeurs qui avaient voté Le Pen au premier tour, qui ont pu voter pour moi au second tour, à peu près un tiers. Et les votes de Mélenchon étaient des votes, bien sûr, qui venaient sur le candidat de la gauche au nom d'un désistement républicain, encore qu'il n'avait pas été proclamé comme tel. Mais ensuite, ça rend plus compliqué le gouvernement. Parce qu'en France, on n'a pas un gouvernement de coalition. Regardez ce qui se passe en Allemagne avec un régime parlementaire. Bon, c'est une toute autre configuration. Là, les sociodémocrates reviennent, mais dans une coalition où il y a des écologistes et des libéraux, ce qui rend les choses qui ne sont pas si faciles, mais ça les oblige à faire une écriture de 160 pages où tout doit être indiqué pour savoir, face aux différents problèmes, les réponses qui sont apportées. Voilà ce que je peux vous dire sur le Brésil. J'espère que Lula sera élu, mais pour la France, ça sera plus difficile. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On va passer à une question socio-économique. Alors, dans votre livre, vous vous réclamez du socialisme, de la social-démocratie, et pourtant, on vous a qualifié, et c'était plutôt le cas de vos détracteurs, il faut le dire, de social-libéral. Ceux-ci disent que vous auriez mené une politique dite néolibérale qui essaierait tout de même d'être un peu sociale. Alors, est-ce que ce terme, selon vous, est pertinent? Et qu'est-ce que vous auriez à dire justement à celles et ceux qui vous ont accusé de mener une politique trop libérale, peut-être trop centriste? Je ne crois pas que j'ai mené une politique libérale, au sens où j'aurais dérégulé les marchés, où j'aurais baissé la fiscalité des plus fortunés, où j'aurais privatisé des entreprises. J'ai tenu bon sur la montée d'une fiscalité sur le capital, sur un impôt sur la fortune digne de ce nom. J'avais même proposé une taxe à 75%. Sur les réglementations, j'ai fait en sorte qu'il puisse y avoir, sur certains points, des assouplissements pour les entreprises, mais qu'il y ait aussi des protections pour les travailleurs. La vraie question, et elle m'est souvent posée, c'est est-ce que c'était un reniement de faire une politique de l'offre en même temps qu'une politique de la demande? Est-ce qu'on peut, dans une gestion, dans une transformation même du pays, avoir des aspects de demande et des aspects d'offre? Où il faut-il choisir entre une politique de soutien de la demande, c'est-à-dire des salaires et des pensions, comme on disait, et des prestations, ou une politique de rétablissement de la compétitivité des entreprises? Moi, j'estimais que dans le contexte qui était le nôtre, de celui d'une montée continue du chômage, il était très important qu'on soutienne la demande, certes, mais aussi qu'on puisse donner aux entreprises, ça a été le crédit impôt, compétitivité, emploi, ça a été le pacte de responsabilité, des moyens pour les entreprises pour investir et pour recruter. Alors, mes détracteurs, parce que j'en ai eu quand même pas mal, m'ont dit, bah oui, mais vous étiez bien, au moment du discours du Bourget, contre la finance. Mais la finance, ce ne sont pas les entreprises. La finance, ce n'est pas non plus le système bancaire seulement. La finance, c'est ce que j'évoquais, c'était la finance prédatrice, c'était la finance spéculative. Elle n'a pas disparu, on l'a un peu contrôlée, maîtrisée, on a lutté contre les paradis fiscaux, on a évité qu'il y ait des enrichissements sans cause. Mais vous avez vu que pendant la crise sanitaire, il y a eu deux phénomènes qui se sont produits. C'est que les pauvres sont devenus encore plus pauvres et que les riches sont devenus encore plus riches. Ce qui est vrai, néanmoins, c'est que le bloc central a été soutenu par l'État, et heureusement qu'il l'a fait, pour traverser la crise sanitaire. Et ça n'a pas empêché la montée des inégalités. Donc voilà, je crois encore qu'il est possible, tout en soutenant l'offre et en stimulant la demande, de réduire les inégalités par des politiques structurelles qui sont fiscales pour une bonne part, mais qui sont aussi éducatives, qui sont aussi sociales, qui sont aussi de l'accompagnement, notamment des plus fragiles de la société. Merci beaucoup. On va passer à une nouvelle question du public. Bonjour Monsieur le Président, merci Bonjour. d'être venu ce soir. J'avais une question d'ordre géopolitique et notamment concernant la mer de Chine. Aujourd'hui, donc, on a la Chine qui a des visions expansionnistes en mer de Chine et menace notamment l'intégrité de Taïwan. Et vis-à-vis de Taïwan, j'aimerais poser cette question-ci, qui est quel rôle la France peut-elle faire quant à la conservation du régime démocratique de Taïwan? Je vous remercie.
La France a été le premier pays, c'était le général de Gaulle qui était président de la République, à reconnaître la République populaire de Chine. La reconnaissance de la République populaire de Chine signifiait que Taïwan n'avait pas d'existence en tant qu'État, puisque le seul État reconnu, légitime, était la République populaire de Chine. La France ne pourrait pas aujourd'hui prendre une position différente en reconnaissant Taïwan comme un État indépendant. En revanche, nous avons toujours eu des relations économiques, commerciales avec Taïwan, même si nous n'avions pas de relations politiques, puisque les seules autorités que nous avons reconnues comme capables de nouer un rapport avec nous sont les autorités chinoises. Est-ce que pour autant nous tolérons que Taïwan soit sous cette pression-là de la Chine et qu'il puisse y avoir même un risque d'agression contre Taïwan, alors même que les Taïwanais ne sont pas forcément pour le rattachement, même s'ils appartiennent à la Chine. Donc ce qu'il faut recommander aux autorités de Taïwan et au peuple taïwanais, c'est d'admettre qu'ils font partie de la Chine, mais qu'ils ont un régime particulier qui doit être défendu et préservé, y compris par la communauté internationale. Alors, toute la question que vous avez vue en ce moment, c'est de savoir si la Chine allait plus loin que ces pressions ou ces incursions. Est-ce qu'il y aurait une réaction internationale des États-Unis? Biden a eu un moment une expression qui aurait pu être interprétée comme étant de l'ordre de l'automaticité. Si Taïwan est attaqué, les États-Unis seront là, ou seraient là. Aujourd'hui, je pense qu'il vaudrait mieux éviter de se mettre dans cet état d'esprit et chercher tout moyen de faire pression sur la Chine pour qu'elle n'aille pas trop loin ou plus loin. Et c'est un des conflits possibles. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui pour ma génération est peut-être encore plus difficile à vivre que pour la vôtre, c'est que la guerre est possible. Moi, je suis né au moment où il y avait la guerre froide, et donc on pensait qu'il pouvait y avoir un moment, une escalade qui aurait pu tout précipiter, puis on avait compris à partir de 1962 que ça ne se produirait pas. Mais aujourd'hui, les guerres sont possibles puisqu'il n'y a plus les équilibres antérieurs. Donc il faut faire très attention à cette zone-là de l'Asie. Vous avez compris aussi que l'affaire des sous-marins avec l'Australie, c'était pas savoir si les sous-marins américains étaient supérieurs aux sous-marins français. C'est de savoir qui pouvait donner une garantie qu'en cas éventuellement de présence de la Chine dans les eaux territoriales de l'Australie, qui pourrait intervenir. Est-ce que la France, qui est présente dans la région, puisque nous sommes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, serait capable de le faire, ou si les Australiens pensaient que c'était plus sûr avec les États-Unis. Donc on voit bien qu'on va avoir une redistribution des cartes. Mais j'anticipe peut-être d'autres questions. Le fait que les États-Unis soient aussi présents maintenant dans la question pacifique ou de l'Asie fait qu'ils seront beaucoup moins présents sur la situation qui peut se produire aux frontières de l'Europe. Peut-être qu'on aura une question tout à l'heure sur l'Ukraine, et j'en parlerai. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais une question qui porte plus sur un passage de votre livre qui m'a interpellée. Lorsque vous évoquez la présidence de Nicolas Sarkozy, vous mentionnez les affaires auxquelles il a eu à répondre devant la justice. Vous écrivez, je cite, « Quelles que fussent les turpitudes que son entourage aurait pu commettre, je ne trouve pas digne pour la fonction présidentielle qu'un ancien chef de l'État puisse connaître les affres d'un procès et en sorte condamné, même si la présomption d'innocence demeure jusqu'au jugement définitif. La justice doit certes passer, mais le sort des politiques ne se règle pas dans les prétoires. » Suite à ce passage, j'aurais une question qui est la suivante. Considérez-vous que les hommes et les femmes politiques sont des justiciables comme les autres? Et sinon, quelles alternatives proposez-vous pour que la justice puisse quand même effectuer son rôle et sans porter pour atteinte autant à la démocratie? Merci. Oui, les responsables politiques sont des justiciables, doivent être des justiciables comme les autres. Et ils n'ont pas à connaître une justice spécifique ou à répondre
de faits qui sont ceux de l'action qu'ils conduisent au nom de l'intérêt général. Je vais m'expliquer. Le président de la République a une immunité liée aux actes qu'il a pu prendre comme chef de l'État. Je considère que ce principe est bon. Sinon, le président pourrait avoir à connaître des procès sur ce qu'il fallait intervenir au Mali, est-ce qu'il fallait ne pas intervenir en Syrie lorsque le peuple syrien était massacré par des armes chimiques. Bon, bref, ça serait une mise en cause permanente. Donc je pense qu'il est bon que le président de la République puisse, sur les actes qui relèvent de sa fonction, connaître une immunité. En revanche, si, avant d'être président, après avoir été président, ou même comme président, il a pu commettre des indélicatesses qui n'ont rien à voir avec sa fonction, il est logique qu'il puisse relever des tribunaux. Alors pour les ministres, vous savez qu'il existe une Cour de justice de la République qui est composée de parlementaires, si l'instruction est menée par des magistrats, il y a aussi des magistrats dans la Cour de la justice de la République. Mais il n'empêche que c'est une justice particulière. Moi, j'aurais voulu la supprimer pour que les ministres relèvent des tribunaux ordinaires. Ça aurait d'ailleurs été plus rapide pour eux. Ensuite, sur ce que j'ai écrit sur Nicolas Sarkozy, pour une fois que j'étais bienveillant, vous me le reprochez, mais ce que j'ai voulu dire, c'est pas qu'ils doivent échapper aux poursuites de la justice, si des faits délictueux ont été commis. C'est que c'est pas par la justice qu'on règle son compte à un responsable politique, parce que on est presque sans presse ici, mais Nicolas Sarkozy, il pensait que c'était le pouvoir qui mettait les juges sous pression pour que des procédures soient ouvertes. Bien sûr que c'était faux, mais il le croyait, plus ou moins sincèrement, mais il le croyait. De même qu'il pensait qu'il y avait une espèce de complot dans la justice, qui, bien sûr, est totalement invraisemblable et infondé. Mais je considère aussi que ce serait de très mauvaise manière que de vouloir activer des procédures, si tant est que ce soit possible, pour mettre en difficulté un opposant ou un concurrent. Donc la justice doit passer, je pense qu'elle passera d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy, même si toutes les procédures ont été menées, que maintenant il y a des appels qui ont été interjetés. Mais voilà, c'est pas pour autant que Nicolas Sarkozy ne peut pas s'exprimer politiquement. Et qu'il continue de penser que c'est le pouvoir qui est maître des horloges judiciaires ou contrôle les magistrats. C'était peut-être vrai avant, mais c'était pas vrai pendant que j'étais président. Merci beaucoup. On va passer à une nouvelle question du public. Bonjour Monsieur le Président, ma question sera très courte. Pensez-vous que le conflit à l'est de l'Ukraine pourra déboucher sur une guerre européenne? Ouais, vous avez vu, hein, maintenant on en parle franchement de la guerre. Hein. Bon, alors je vais être un peu plus long que vous, mais peut-être plus rassurant. Vladimir Poutine, il cherche toujours à créer un rapport de force pour tirer un avantage. Donc, pourquoi masse-t-il des troupes à la frontière ukrainienne? Il y a deux hypothèses. Soit c'est pour qu'elles interviennent à un moment en Ukraine, mais à ce moment-là, il y aura une riposte, savoir laquelle. Ou la deuxième hypothèse, c'est qu'il veut chercher une négociation. Au moment où nous parlons, il y a eu la rencontre entre Biden et Poutine. Je l'imagine en visio, mais parce que maintenant ça fonctionne ainsi. Ce qui est dommage, parce que Poutine, c'est mieux de l'avoir en vrai. Vous voyez, vous l'avez devant vous, vous voyez ces manières de faire. Et qu'est-ce que cherche à ce moment-là Poutine? Il dit, je peux retirer mes forces si vous me garantissez que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Donc voilà, je ne peux pas trancher sur ces deux hypothèses. Est-ce qu'il prépare une offensive ou est-ce que tout est fait pour au moins obtenir un gain qui serait une déclaration solennelle du président des États-Unis
selon laquelle l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. S'il y avait une intervention militaire, quelle serait la riposte? J'ai vu que les Européens avaient dit on prendra des sanctions financières. Sourire de Poutine, à mon avis, qui déjà accablé de sanctions de ses proches, etc. Après, la question, c'est est-ce que les Américains décideraient d'aller plus loin et peut-être même de s'interposer? Ça, je ne peux pas le savoir. Ils n'y seraient pas forcés, puisque l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, il n'y a pas d'automaticité, s'il y avait une invasion d'une partie de l'Ukraine, d'une intervention militaire de l'OTAN. C'est pour ça que c'est très important, et moi je suis sur cette position. Il n'est pas question, je l'ai toujours dit aux autorités ukrainiennes, il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, justement pour éviter ce scénario. Voilà, j'espère que j'ai été clair, donc on pourra peut-être éviter la guerre cette fois-ci. Merci, Monsieur le Président. Alors, tant qu'on y est, on va embrayer sur la question de l'autonomie stratégique européenne. Il y a un retrait américain qui a débuté sous Donald Trump, même si auparavant les Américains nous avaient déjà lâchés à plusieurs reprises. Étant donné que les États-Unis ont opéré un pivot vers l'Asie, celui-ci pourrait se prolonger même avec des démocrates qui sont un peu plus européistes. Alors, est-ce que vous pensez que ce serait une opportunité pour développer une autonomie stratégique européenne? Est-ce que déjà vous seriez pour? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait se faire? La France, de président en président, affirme la nécessité d'une autonomie stratégique. Mais cette position n'est pas partagée par la plupart des pays européens. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays dans l'Europe à 27 qui sont neutres. L'Autriche, la Finlande, la Suède, donc qui sont neutres, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une alliance et qu'ils ne sont pas dans une stratégie militaire offensive, ou qui pourrait être offensive. Il y a des pays dans l'Union européenne qui sont très liés aux États-Unis. La Pologne, pour les raisons que vous pouvez comprendre, mais aussi l'Allemagne d'une certaine façon. Et puis il y a des pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes positions que la France sur la politique internationale, notamment en Afrique, et qui ne voudraient pas être engagés dans des opérations dont ils ne partagent pas les finalités. Donc j'en tire quelle conclusion? Que si on demande l'autonomie stratégique à l'Europe à 27, on ne l'obtiendra jamais. Si on veut l'autonomie stratégique hors de l'OTAN, on ne l'obtiendra jamais. Donc il faut constituer une Europe de la défense à quelques pays, 5, 6, 7, ceux qui le voudront, et qui pourront avancer davantage. On peut même y inclure le Royaume-Uni, si tant est que le Royaume-Uni le veuille. Aujourd'hui, il est totalement aligné sur les États-Unis, mais de faire en sorte que ces 6, 7 pays puissent intégrer davantage leurs forces, décider d'opérations extérieures et s'affirmer capables de riposter s'il y avait une intervention aux frontières. Donc c'est pour ça que le concept est tout à fait bon, mais que la réalisation dépendra beaucoup de qui? Des Allemands. Et là, c'est tout ce qui va se passer dans le cadre de la coalition, qui est plus avancé qu'on ne l'avait imaginé sur ces questions-là. Mais pour la partie écologiste de la coalition, c'est pas si sûr qu'elle veuille s'engager aussi loin sur les questions de défense. Mais comme elle veut s'engager assez loin sur les questions de droits de l'homme, il y a un moment une contradiction. On défend les droits de l'homme simplement par des positions de principe ou par des rapports de force. Or, désolé de vous le dire, mais la diplomatie, c'est un rapport de force. Et l'action militaire, qui doit être bien sûr toujours repoussée, est un élément qui permet de donner à la diplomatie des chances de réussir. Si vous n'y allez qu'avec des bons principes, ou en pensant, ça peut arriver, que vous allez séduire votre interlocuteur. Finalement, Vladimir Poutine, on peut essayer, après un bon repas, de le convaincre. Ou Donald Trump, si on l'invite à la Tour Eiffel, ça peut marcher. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que les rapports de séduction ou les rapports de sympathie, d'amitié n'ont pas des conséquences heureuses. Souvent, entre pays démocratiques, c'est possible. Mais avec des interlocuteurs qui ne sont pas avec des fondements démocratiques, c'est beaucoup plus rare. Merci beaucoup. On va passer à nouveau à une question du public.
Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question est aussi d'une certaine manière d'ordre géopolitique, mais aussi de politique nationale. À 4 jours du troisième et dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un référendum à la légitimité aujourd'hui questionné par les indépendantistes, quel regard portez-vous sur le processus des accords de Nouméa? Est-ce que votre position a évolué depuis votre visite de l'archipel en 2014? Non, ma position n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'il y avait donc 3 consultations qui devaient être organisées. 2 l'ont été. La deuxième avec une plus étroite marge pour le vote non, c'est-à-dire le vote de maintien dans la République. Et le troisième, de toute façon, sera contesté. Qu'il ait lieu ou qu'il n'ait pas lieu. Il aura vraisemblablement lieu avec une participation assez faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prochain président de la République, celui qui est là ou un autre, ou une autre, dira nous allons refaire un dialogue pour qu'il y ait une nouvelle consultation à un moment ou à un autre. Je pense que les indépendantistes sont conscients du risque que représenterait l'indépendance. Et que ce qu'on appelle les loyalistes savent bien qu'il faut aussi accepter qu'il y ait un pouvoir qui soit partagé. Et là aussi, ça renvoie à la question qui a été posée sur la Chine. C'est-à-dire, comme la Chine est très influente maintenant dans la région, s'est installée par intérêt interposé au Vanuatu, il y a beaucoup de Calédoniens, indépendantistes ou pas, qui disent finalement, c'est pas si mal d'avoir la protection de la France. Donc voilà ma réponse, c'est que je crois qu'il faut rester dans ce processus. Il ne faut pas considérer qu'il est terminé avec le 3e référendum. Merci pour votre réponse. Moi, j'avais une question par rapport au contexte politique d'aujourd'hui, qui est marqué par la fin des 16 années d'Angela Merkel à la tête de la chancellerie allemande. Elle a été remplacée par Olaf Scholz. Je me demandais ce que vous retenez, quel regard vous portez sur ce qu'a apporté Angela Merkel pendant ces 16 années à la scène politique européenne et internationale. Merci. Oui, Angela Merkel, elle aura presque enterré 4 présidents, donc elle a quand même des qualités. Donc elle les voyait passer et elle était toujours là. Cette fois-ci, ça change, elle part. Et c'est vrai que ça crée un vide. Parce que le Conseil européen sans Angela Merkel, ça ne sera pas les mêmes. Angela Merkel était une personnalité qui n'est pas envahissante. Pas quelqu'un qui va être brutal dans les échanges ou qui va vouloir dominer une réunion. Elle la domine, mais d'une autre manière. Elle la domine parce que l'Allemagne est forte et puissante sur le plan économique. Elle ne la domine pas parce que l'Allemagne est faible sur le plan de la politique internationale et de la politique de défense. Angela Merkel est une femme qui est très sensible à la cause des femmes, contrairement à l'image que beaucoup ont voulu renvoyer d'elle. Et elle avait toujours ce sentiment d'être la seule femme ou une des rares femmes au Conseil européen. Enfin, Angela Merkel, elle est sûre d'elle, mais elle a eu un long combat, justement, en tant que femme de l'Est. Il ne faut jamais oublier, beaucoup l'ont oublié, jusqu'à l'âge de 32 ou 33 ans, elle était en Allemagne de l'Est. Et il y avait des événements qu'elle n'avait jamais vus à la télévision en Allemagne de l'Est. Des personnages qu'elle voyait que de loin, et des visites, par exemple, que le général de Gaulle avait pu faire, dont elle n'avait pas eu connaissance. Donc elle était soucieuse, c'était de se faire reconnaître aussi, et donc de se faire accepter dans une société quand même, dans un parti en plus conservateur qui était sûrement assez dur à son égard. Donc elle a réussi à devenir ce qu'elle est aujourd'hui et que tout le monde salue. Sur le plan européen, elle défendait les intérêts allemands, ça c'est vrai, avec ténacité, mais elle savait lâcher du lest et trouver le compromis. Le problème avec Angela Merkel, c'est qu'elle prenait énormément de temps. Alors ça, je n'étais pas là, donc par définition, ça énervait, je crois, beaucoup Nicolas Sarkozy, qui lui, on peut
peut le penser à juste raison, pendant la crise financière, voulait qu'il y ait des décisions qui soient prises, et Angela Merkel, il fallait attendre. Moi aussi, ce qui était très pénible, c'est qu'on savait qu'on allait avoir un accord, mais qu'elle prenait le temps pour que l'accord soit fait. Toute une nuit, si c'était nécessaire. Et c'est là que j'ai vu la différence entre une culture française et une culture germanique. Le français pense que l'accord est fait quand on a dit, bon, voilà, on dira qu'on est d'accord. L'Allemande ou l'Allemand dit, non, on dira quand on a écrit l'accord. Mon Dieu, écrire l'accord, mais ça va prendre des heures et des heures. Et je me souviens pour la Grèce, parce qu'on avait passé toute la nuit pour que la Grèce puisse sortir de la zone euro, et là on l'avait fait venir sur nos positions, et elle avait demandé des concessions. Puis à la fin, il était 10 heures du matin, il fallait qu'elle cède quand même. Et donc, elle avait trouvé un argutie, un fonds. Ça, c'est très allemand aussi. Il faut un fonds qui doit être contrôlé. Et puis, on s'était mis d'accord sur le montant des privatisations de la Grèce. Et puis, à la fin, donc il était 10 heures, on dit, bon, on est d'accord. Et elle a dit, non, je vais écrire l'accord. Non, pas toi, non. Et même avec Poutine, quelquefois, bon, pour l'Ukraine, justement, c'est elle qui écrivait elle-même. Elle ne confiait pas à d'autres, elle-même, le compromis. Donc voilà, ça, c'était sa méthode, qui était utile, hein, puisqu'il fallait bien qu'il y ait un compromis qui soit fait, mais qui était très, très long. Et l'a payé, d'ailleurs, assez cher au moment de la crise des réfugiés, parce qu'elle avait tenu, puis à un moment, elle avait accepté les réfugiés. Mais elle manquera, mais elle a fait attention de prendre un successeur qui, n'étant pas de son parti, lui ressemblera le plus possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Olaf Scholz s'est fait appeler un moment Mouti, je crois. Il a voulu faire un jeu de mots en disant choisissez une bonne chancelière. Donc c'était lui. C'est pas si évident quand même. Vous imaginez si on pouvait le dire en France. Choisissez une bonne présidente. Alors que là, on a l'embarras du choix. Merci pour votre réponse. Peut-être une autre question du public. Merci. Bonjour Monsieur le Président. On m'entend ? Oui. Désolé. Bonjour Monsieur le Président. Vu qu'on parlait de l'Union européenne, j'avais juste une question rapide sur avec toutes les tensions, les problèmes avec la Turquie et la Biélorussie, tout ça. Beaucoup disent que l'Union européenne a un peu passé son temps et je voulais savoir si vous pensiez qu'il y avait encore un avenir, qu'il y avait encore une possibilité de coopération européenne et si c'était pas juste terminé ou trop tard. Bon là, je vais peut-être aller plus vite. Avec le Brexit, on pouvait craindre que d'autres pays demandent à sortir de l'Union européenne. Et ça ne s'est pas produit. Aucun parti, même d'extrême droite, affiche clairement sa volonté de sortir de l'Union européenne ou de sortir de l'euro. Aucun pays, même celui ou ceux que l'on voudrait faire sortir de l'Union européenne, la Hongrie, la Pologne, demandent à quitter l'Union. Donc ce qui menace l'Union européenne n'est pas l'éclatement, c'est le statu quo. C'est qu'on s'habitue, on vit avec les mêmes règles, avec les mêmes partenaires, et on réduit l'ambition. Et je crois qu'à mesure que l'Europe va s'élargir, qu'elle va continuer à s'élargir, puisqu'il y a encore les Balkans, il est très important de constituer, là aussi c'est une position française classique, un noyau dur, qu'importe les mots qu'on emploie, une avant-garde, quelques pays qui décident de prendre une ambition européenne plus élevée. D'ailleurs, dans l'accord de coalition allemand, il n'y a pas forcément cette Europe de plus concentrée, mais il y a cette ambition supplémentaire. On doit aller plus loin sur les règles environnementales, plus loin sur les règles fiscales, plus loin sur les principes de politique étrangère et donc sur les questions de défense. Voilà comment l'Europe peut avancer. Elle n'avancera plus à 27. Elle pourra s'élargir, grossir encore, mais elle n'avancera plus, même si elle a réagi plutôt sainement au moment de la crise sanitaire. Mais c'est donc avec quelques pays qu'elle pourra être plus ambitieuse. Merci beaucoup. On va passer au terrain sociétal. Alors, dans votre livre, vous réclamez de l'universalisme, vous insistez sur l'importance de la laïcité, et justement, la question de la manière de lutter contre les discriminations est assez d'actualité, je pense que ça ne vous aura pas échappé.
Et donc des éditorialistes, des politiciens, notamment, craignent le développement d'une nouvelle forme de lutte contre les discriminations qu'ils qualifient par beaucoup de termes péjoratifs tels que wokisme ou islamo-gauchisme. Ce courant serait racialiste, essentialiste et gangrénerait la jeunesse. Et donc à l'heure du réchauffement climatique et de l'augmentation des inégalités, ce serait la plus grande menace qui pèserait sur notre société. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ces nouveaux courants, qui d'ailleurs sont pas si homogènes que ça, seraient un problème? Et est-ce que le clivage entre l'intersectionnalisme et l'universalisme, qui est souvent présenté comme tel, serait insurmontable? Merci. Non, il ne faut pas le rendre insurmontable, il ne faut pas radicaliser la position des autres, des uns ou des autres. Bon, il y a, c'est vrai, ce qui a longtemps été caché, tu, enseveli, il y a la montée de revendications particulières liées à des agressions sexuelles, liées à des discriminations, liées à des discriminations de genre et à des causes qui n'ont pas été embrassées par la politique jusqu'à présent. Et il y a des souffrances qui n'avaient pas été forcément vues parce qu'elles-mêmes n'étaient pas visibles, ou en tout cas, elles n'étaient pas regardées. Ça, c'est vrai. Mais ce qui, à mon avis, peut être dangereux, et notamment pour la gauche, c'est que, d'abord, si elle se divisait sur cette question-là, elle rencontrerait encore plus de difficultés qu'aujourd'hui. Mais ce qui serait grave, c'est que ceux qui sont dans des combats dits minoritaires puissent penser que seul ce combat-là vaut tous les autres. Que la seule démarche politique, c'est de défendre sa cause et pas l'ensemble des causes. Qu'est-ce qui a fait que la gauche, dans les années 70-80, a été, c'est vrai, dominante sur le plan idéologique et sur le plan sociétal, puisqu'on est dans cette partie-là de notre entretien? C'est que chaque lutte sociale dans une usine pour le droit des travailleurs, lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, lutte pour le droit à l'avortement, lutte pour la reconnaissance du couple homosexuel, que toutes ces luttes étaient fédérées. J'étais, alors que je ne partageais pas forcément cette cause, j'étais lié à toutes les autres causes parce qu'il y avait un dépassement, on voulait l'égalité, la dignité et la liberté. Donc c'est ça qui faisait qu'on emportait toutes les causes. Si maintenant les combats se différencient les uns des autres, même se mettent en concurrence les uns des autres, alors c'est là que l'universalisme est en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démarche d'ensemble. C'est qu'on est tous séparés les uns des autres. Et qu'on n'a même plus besoin de voter, puisque seul va être déterminant l'action que j'engage pour lutter contre les discriminations, pour rendre insupportables et condamnables les agressions sexuelles. C'est ça qui va finalement empêcher que nous allions ensemble faire un choix collectif, et notamment à l'occasion d'un vote. Pourquoi voter si finalement par des actions, y compris de provocation, ou des actions de dénonciation, ou des actions de mobilisation, on peut atteindre l'objectif en soi? Alors là, je reviens sur l'histoire. S'il n'y avait pas eu la victoire de François Mitterrand, il n'y aurait pas eu l'abolition de la peine de mort. S'il n'y avait pas eu ma victoire, il n'y aurait pas eu le mariage homosexuel. Et on peut continuer. Et même, je dirais, si Giscard d'Estaing n'avait pas eu le courage, y compris par rapport à sa propre majorité, de faire voter la loi Veil, il n'y aurait pas eu le droit à l'avortement. Il faut à un moment que ça passe par la loi. Je raconte souvent cette histoire parce que c'est dans un film sur le Larzac. Mitterrand, donc, alors premier secrétaire du Parti socialiste, va dans une manifestation. Le Larzac, c'était donc un plateau où l'armée voulait mettre un camp d'entraînement. Et il y avait une mobilisation, c'était José Bové qui en était le leader. Je vous parle des années 74-75. Et Mitterrand arrive dans une grande manifestation et il se fait huer, sortir, empêché de parler, comme à Lille il y a 2 ans. Et alors, et il peut même pas dire qu'il est d'accord. On lui dit non, tu n'as pas ta place ici. Part. Et il est emmené par un cordon de CRS et il est dégagé de la manifestation. Et 7 ans plus tard, François Mitterrand est élu et les mêmes que l'on voit, les organisateurs de la manifestation pleurent parce qu'ils savent que la victoire de François Mitterrand permet la réussite de
leur cause, le Larzac ne sera plus un camp militaire. Là, c'est toujours la même chose. Il faut passer à l'acte politique. Si on ne passe pas à l'acte politique, toutes ces luttes, qui sont des luttes tout à fait respectables, se perdent. Merci beaucoup. On va passer à une question du public. Bonsoir Monsieur le Président. J'ai une question qui vient d'un étudiant de l'Amphi B. Placé hors du jeu politique dans l'immédiat, votre parole politique est-elle plus libre désormais? Merci pour votre réponse. Merci à l'Amphi B. Oui, ma parole est libre, elle est plus libre que lorsque j'étais président, c'était évident. Président, j'étais amené à faire attention à tout ce que je pouvais dire ou même faire. Et même ce que je ne disais pas m'était porté à mon débit. Aujourd'hui, est-ce que je suis totalement libre? Non, je ne vais jamais mettre en cause la France à l'étranger, je ne vais jamais me mettre en rupture par rapport aux choix qui sont faits, par exemple, sur la politique sanitaire, parce que je considère qu'il faut de l'unité. Mais autrement, oui, ma parole est libre. Et je pense que c'est très important que les anciens présidents, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus que deux, puissent avoir cette liberté-là, tout en ayant, parce qu'ils ont exercé des responsabilités, le souci des intérêts de la France. Et de ne pas participer à la joute politique ordinaire. J'ai répondu à votre question? Alors, à la question de l'Amphi B, en tout cas, mais qui ne peut pas se manifester. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être en prendre plusieurs d'un coup, parce que comme ça, on va pouvoir en traiter un bon nombre. C'est bon? Allez-y. Monsieur le Président, bonjour. Ma question porte sur les sujets qui sont à l'ordre du jour pendant la campagne présidentielle. On voit que ce sont donc le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'écologie, les thèmes qui sont les préoccupations majeures des Français. Et on voit qu'il n'y a pas un seul mot sur le secteur de la culture, qui est pourtant à l'arrêt depuis 2 ans. Donc c'est quand même une préoccupation majeure. Quel est votre ressenti là-dessus? Qu'est-ce que ça traduit? Et surtout pour vous, quel est l'avenir de la culture en France, que ce soit d'un point de vue patrimonial et aussi d'un point de vue de la culture en mouvement, des nouvelles sources de culture? Voilà, comment vous voyez le sujet? Merci. Bon, j'imagine que dans la campagne présidentielle, cette question-là sera forcément abordée. Mais il est vrai que la culture a particulièrement souffert de la crise sanitaire et continue de souffrir. Théâtre, cinéma, diffusion des œuvres et travail des artistes. Et même s'il y a eu des indemnisations, des compensations, c'est aujourd'hui un enjeu majeur de permettre qu'un certain nombre de professions continuent de travailler. Deuxièmement, la culture, elle doit être source de création, et c'est ce qui fait que la France attire des artistes et aussi promeut ses œuvres à l'étranger. C'est pour ça qu'il faut une culture ouverte. Une culture où c'est simplement, c'était mieux dans les années 70 avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, c'est une culture quand même un peu rétrécie. On a toujours fait en sorte que la culture soit ouverte. Et puis, ensuite, la culture est un sujet économique, c'est-à-dire que ça fait vivre énormément d'actifs. Et donc, ça a aussi son rôle pour la formation des métiers et pour la diffusion des techniques. Un des problèmes que l'on a, c'est le rôle des GAFA et de ceux qui contrôlent maintenant les tuyaux. Surtout si on a un spectacle vivant ou des cinémas qui peuvent être moins fréquentés. Donc la question des plateformes, la question du contrôle des œuvres, là, est posée. Donc il nous faut un service public fort de l'audiovisuel et de la création pour qu'on puisse avoir toujours le financement des œuvres. Dernier point, l'attractivité du territoire, de la France, est liée à la culture. Un jour, il y aura quand même des touristes qui reviendront. Et c'est pas simplement sur le patrimoine qu'ils viennent, ou sur les paysages, ils viennent aussi pour la création qui se fait en France, et donc qui est très, pour beaucoup de pays du monde, très singulière. C'est pour ça que la culture ne peut pas être simplement un budget, ça va beaucoup plus loin. C'est toute une ambition qui représente une idée de la France. C'est très intéressant parce que, on peut dire qu'il y a un consensus, heureusement, sur la culture.
Mais les politiques culturelles de droite et de gauche ne sont pas les mêmes. Si je veux caricaturer, la droite sera beaucoup plus sur le patrimoine, ce qui a sa valeur, hein, et la gauche sur la création et la diffusion des œuvres. Et avec l'enjeu de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire des pratiques culturelles. Un des échecs je vais parler de moi, un des échecs du quinquennat, c'est qu'on n'a pas réussi à développer autant que je l'aurais voulu l'éducation artistique à l'école. Or, c'est là la clé. J'avais dit plusieurs questions, mais on n'a pris qu'une, finalement. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci pour votre présence. Votre quinquennat a été marqué par les attentats islamistes et un de vos anciens conseillers que nous avons ici en professeur nous a confié que vous aviez souvent des questions à ce sujet, donc je ne vais pas déroger à la règle. Face à l'idéologie djihadiste, est-ce que la France n'a-t-elle pas échoué à construire un contre-discours républicain et laïque rassembleur? Votre question m'intéresse parce que et ne le prenez pas mal du tout parce que c'est pas du tout ce que je veux dire de négatif. Mais l'avocate des terroristes, quand je suis allé au procès, m'ont dit justement pour poser cette question-là, elle est donc légitime. Est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité de la France de ne pas avoir construit un contre-discours pour empêcher des jeunes d'être radicalisés? Je pense que la radicalisation est un processus extrêmement rapide, qui fait qu'il peut toucher des jeunes qui, apparemment, jusque-là, étaient hors de tout circuit, de toute emprise radicale ou salafiste. Et donc, la République, elle fait ce qu'elle peut. Et à un moment, il y a une entreprise, qui est une entreprise terriblement perverse, qui emmène des jeunes, au temps où il y avait des lieux où les conflits se déroulaient, on pense à la Syrie, l'Irak, le Yémen, et qui tombent dans le djihadisme. Donc comment fait-on? Il faut avoir une conception de la laïcité de la nôtre qui soit partagée. Je pense que c'est ce que nous faisons à l'école, peut-être pas suffisamment. Il faut que nous puissions montrer qu'il n'y a pas justement de discrimination qui conduise les jeunes à se séparer de la République. Mais il ne faut pas culpabiliser, parce que c'est finalement donner une cause, une explication qui n'en est pas. Hélas, on a des jeunes qui ont eu un parcours scolaire tout à fait correct, qui ont été accompagnés avec des parents aimants, et qui basculent dans la radicalisation, puis ensuite peut-être vers l'action terroriste. Donc il faut continuer à avoir un discours laïque, il faut montrer que nous respectons les religions. Moi, c'était ça mon obsession quand il y a eu les attentats. C'était d'éviter que nous puissions, face à une offensive islamiste terroriste, nous diviser selon les religions. Et nous ne l'avons pas fait, même s'il y a eu quelques anti-Charlie ou s'il y a eu quelques comportements, et des actes isolés aussi. Mais la société française, elle a tenu bon. Et vous voyez comme quoi il y a des effets de report, si je puis dire. Comme dans un tremblement de terre, il y a des secousses. C'est aujourd'hui qu'elles arrivent, les secousses. Où on commence vous voyez à qui je fais référence, où on parle de guerre de civilisation, de guerre de religion. Et le fait qu'ils soient venus même devant le Bataclan pour le dire, alors même que les victimes, elles, les familles des victimes, ont tenu bon, peut-être une ou deux d'entre elles ont peut-être à un moment eu des paroles, mais pour l'essentiel, elles ont tenu bon, elles n'ont pas versé dans la haine ou le rejet d'une confession, en l'occurrence l'islam. Donc c'était très important qu'on reste unis. C'est ça le principe de la laïcité, c'est l'unité. Donc je crois qu'il faut bien sûr avoir ce contre-discours, mais il ne faut pas culpabiliser. Parce que culpabiliser, c'est d'une certaine façon donner une explication. La vraie explication, c'est comment on passe de la délinquance au terrorisme. Et ce n'est pas parce qu'on pense que la laïcité a été bafouée. Même si après, ça peut être l'argument, notamment on l'a vu sur les caricatures.
Il y a un petit groupe de 3 ou 4 questions. Là, il faut prendre des questions communes. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des femmes au sein de la politique. C'est pourquoi j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait que des candidats ayant été accusés de violences sexistes et sexuelles puissent aujourd'hui se présenter aux élections présidentielles, et ce, dans un contexte de MeToo politique. Merci. Je vais répondre, bien sûr. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question à côté, oui. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Président. J'avais une question très simple. À 5 mois de la présidentielle, quel bilan faites-vous du mandat qui est en cours sur les plans... Alors c'est très large, mais peut-être réduire l'optique sur les plans économiques, parce que je sais que ça vous tient à cœur aussi, et sur le plan international avec la relation franco-allemande. Troisième question, puis je vais... Bonsoir Monsieur le Président. Nous voyons fleurir partout en Europe des social-démocraties. Est-ce que vous avez bon espoir que la France en retrouve enfin une en 2022 ? Bon, comment des candidats qui ont commis des agressions sexuelles, même si elles n'ont pas été sanctionnées par la justice, peuvent se présenter au scrutin? Rien ne peut les empêcher d'être candidats. Mais normalement, l'opprobre devrait les saisir. Or, ils en font même presque un acte de revendication. C'est-à-dire de montrer que, finalement, ils incarnent une forme de pouvoir mâle. Et donc, dans l'idéologie, en tout cas celle-là, de cet extrémisme-là, il y a cette idée que les femmes et les hommes sont très différents et que les hommes ont des comportements qui s'expliquent par cette différence. Et les femmes doivent les subir. Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a aucune tolérance, et les mouvements que vous avez cités jouent leur rôle, et les déclarations qui ont été faites, notamment au plus haut niveau de l'État, n'ont pas été nécessairement, même si elles visaient l'équilibre, à la hauteur de ce qui s'est révélé ces derniers mois ou ces dernières semaines. Cette question reviendra de toute façon, parce qu'elle est maintenant présente, et la parole s'est libérée. Ensuite, bien sûr, c'est à la justice de faire son travail, mais avant qu'elle fasse son travail, il faut aussi respecter les prises de parole. Sur le bilan du quinquennat, donc on a toute la nuit. Sur le bilan économique, je dirais, il a profité d'abord, mon successeur, du travail de son prédécesseur. Donc, c'est ce qui a expliqué les bons chiffres sur l'emploi en 2017, le rétablissement des comptes publics, etc. Mais c'est d'ailleurs classique, on travaille toujours pour son successeur. Ensuite, il a eu à mon avis, des décisions malencontreuses sur des économies budgétaires qui ont été extrêmement dures à comprendre et dures à vivre. Rappelez-vous les APL, la suppression des emplois jeunes, les emplois aidés, etc. Et qui n'ont pas été sans conséquences, on l'a vu à un moment des gilets jaunes, puis même d'une autre façon de la réforme des retraites, avec ce qui était en cours avec la hausse de la CSG. Et ensuite, quand la crise sanitaire a frappé, Emmanuel Macron a été dans le quoi qu'il en coûte. À ce moment-là, c'était la victoire sans conteste de la social-démocratie. Mais la social-démocratie dans ce cas-là de plus facile, c'est-à-dire la dépense publique, la dette et la satisfaction catégorielle, qui d'ailleurs, vous le voyez bien, n'apaise rien. Parce que c'est pas parce qu'on reçoit qu'on considère qu'on a été considéré, justement, qu'on a été reconnu, qu'on a été compris. Et alors, aujourd'hui, sur le plan économique, on est dans une dérive importante de la dépense et montée de la dette qui aura comme conséquence, à un moment ou à un autre, une remise en ordre. Donc là, le successeur ou la successeur aura fort à faire avec le bilan de son prédécesseur. Et si c'est le même, il aura au moins à faire ce qu'il a défait. Sur le plan international, le plan européen, je pense que là-dessus, et c'est bien qu'il en soit ainsi, il y a toujours une continuité. Il y a eu, comme on l'appelle, le couple franco-allemand, il a plutôt bien fonctionné.
et a permis justement dans la crise sanitaire de trouver les formes de prêts, de dons même, d'emprunts de la Commission européenne, de l'Union européenne pour aider les États, en sachant que c'est la Banque centrale européenne qui nous avait sortis de la crise financière en 2012 et qui là aussi a joué un rôle déterminant pour la crise sanitaire en mettant des liquidités en circulation. Mais dès lors que l'inflation revient, parce que c'est terrible la vie économique, c'est qu'on pensait en avoir terminé avec le chômage, éradiquer l'inflation, et voilà qu'elle est de retour. 5%, ce qui n'est pas rien, et donc nécessairement les taux d'intérêt vont monter, et vous voyez que ça va percuter la dette publique et donc rendre plus difficile la gestion, alors même qu'on doit faire des investissements de long terme pour la mutation écologique, pour la mutation industrielle et pour la redistribution et pour l'éducation. Sur la social-démocratie, oui, elle est présente maintenant dans tous les pays scandinaves. En Allemagne, il y a un chef de gouvernement, ce n'était pas arrivé depuis 16 ans, qui est social-démocrate. En Espagne, au Portugal, en Italie d'une autre façon, dans un gouvernement d'union nationale. On pourrait même dire qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, les travaillistes sont annoncés comme victorieux s'il y avait des élections. Donc le centre-gauche va plutôt bien, sauf en France. Et quand le centre-gauche va mal, la gauche expire. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Donc le retour de la social-démocratie, il n'est pas simplement pour faire surgir un mort-vivant, pour ressusciter une momie, pour dire ça serait quand même bien qu'on retrouve le socialisme de grand-papa. Non, c'est pour permettre de régler les problèmes de demain, avec des méthodes qui demeurent d'ailleurs, le compromis social, la redistribution, etc., mais avec des objectifs qui changent compte tenu des mutations qu'on va devoir accomplir. Donc c'est pour ça que je crois encore à la social-démocratie. Je pense qu'elle doit aussi trouver des alliés, mais elle doit être le pôle central, et en Europe, elle peut le devenir, notamment dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Merci beaucoup. Alors il nous reste peu de temps, on va en prendre encore 2 questions. Pour prendre 3 questions, allez, on va... Et l'amphibé aura été privé de toute question. Et amphicé aussi. Bonsoir Monsieur le Président. Si l'opération Serval avait du sens quand vous l'avez déclenchée en 2012, en a-t-elle encore, sa continuité l'opération Barkhane, en a-t-elle encore aujourd'hui? Ensuite. Bonsoir. En fait, moi j'avais à peu près la même question, c'était pour savoir dans quelle mesure vous pensez, votre avis sur la guerre que mène la France au Sahel, et dans quelle mesure n'est-elle pas en train de s'embourber elle aussi dans une guerre sans fin, et peut-être arriver à une situation catastrophique comme celle de l'Afghanistan avec les États-Unis. Dans quelle mesure pourrait-on éviter ça, et dans quelle mesure la France en est capable? Bonjour Monsieur le Président. Vous avez parlé de la crise de la démocratie au début de cette conférence. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les médias et les journalistes en sont responsables, et s'ils ont un rôle à jouer pour réinsuffler un souffle à notre vie démocratique? Une dernière. Bonsoir Monsieur le Président. Pensez-vous que nous parviendrons un jour à un texte législatif portant sur la fin de vie? On va pas terminer là-dessus, une autre alors. Monsieur le Président, ma question porte sur la position militaire de la France dans l'espace et quel doit être son rôle dans ce secteur hautement stratégique. Merci. Vous êtes très sérieux, hein. Une autre encore? Bonsoir Monsieur le Président. Vous avez parlé, donc ma question est un peu liée à une question précédente, vous avez parlé de crise démocratique en début de votre intervention. On voit bien un manque de confiance croissant envers les politiques, un Parlement parfois oublié, une abstention toujours plus importante à chaque élection. Je voulais avoir un peu votre constat sur cette crise démocratique, quelles en sont les raisons, la Ve République a-t-elle atteint ses limites, doit-on la réformer? Je vous remercie. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une question qui vous tient particulièrement à cœur, et elle a intérêt à être lumineuse, hein. Donc je fais une pression. Oui, allez-y, au milieu là.
Attention, hein. Bonsoir Monsieur le Président. Donc moi c'est pas plus une question, ce serait plus pour finir sur une note positive on va dire. Est-ce que vous auriez un mot d'encouragement pour les étudiants dans cette période qui est un peu compliquée? D'accord. Merci beaucoup. À un moment, j'ai espéré un mot d'encouragement pour moi, mais c'est pas venu. Bon, alors, on commence par l'international. Est-ce qu'il fallait intervenir Serval? Oui. Parce que c'était une demande qui nous était adressée, la menace était évidente, les djihadistes pouvaient conquérir Bamako et peut-être d'autres capitales. Une des leçons de l'expérience, c'est que avec peu d'hommes, vous pouvez, quand vous êtes terroriste, contrôler une grande ville. Mossoul est tombé en Irak avec quelques milliers d'hommes. Raqqa en Syrie, pareil. Et donc des villes peuvent à un moment être contrôlées par les terroristes. Est-ce qu'il fallait maintenir? Oui, ça a été l'opération Barkhane. Est-ce que l'on est enlisé d'une certaine façon? Oui, puisqu'on est là depuis maintenant près de 9 ans. Mais est-ce que le retrait est une solution? Non. Ou alors, il ne pourrait l'être que si on avait une force européenne qui viendrait se substituer à la nôtre, ou une force africaine, ce qui serait encore mieux, qui puisse agir au nom de l'Afrique et réduire les attaques djihadistes. Donc, il n'y a qu'une raison qui nous ferait partir au moins du Mali, c'est si les autorités maliennes, qui sont venues quand même à la suite d'un coup d'État, mais qu'importe, disaient qu'elles ne voulaient plus de la présence française. Ce qui est sûr, c'est que si nous devions partir pour cette raison-là, il y en aurait d'autres qui viendraient. Vous avez vu que maintenant, il y a des mercenaires russes, qui sont en fait des auxiliaires de l'armée russe, qui sont présents en Centrafrique, qui contrôlent le pays, et qui pourraient être présents au Mali ou peut-être ailleurs. Donc il faut aussi mesurer ce risque. Est-ce que il n'y a pas un danger que d'être rejeté par la population aussi? Et on a vu un certain nombre d'actes hostiles quant à la présence des armées françaises. Mais je pense qu'il faut y rester, dans des formes différentes, mais il faut y rester, car on voit ce que peut provoquer un retrait brutal. On l'a vu en Afghanistan, même si ça serait sans doute différent en Afrique de l'Ouest. Donc voilà ma réponse, c'est une coopération ne doit pas se faire simplement sur le plan militaire, elle doit aussi être une action de développement, une action de soutien à la population. Sinon, à un moment ou à un autre, on est mis en cause pour notre seule action militaire, en laissant penser que la France chercherait un intérêt. Et c'est ce que j'explique toujours. Il n'y a aucun intérêt à être présent en Afrique de l'Ouest, sauf pour nous mettre en sécurité par rapport à des actes terroristes qui pourraient partir de là. Parce que sinon, nous ne cherchons pas d'intérêt économique. On n'a pas d'entreprises qui viennent prendre les ressources de ces pays. On n'a pas d'intérêt financier. Enfin, je ne prends pas l'argent des Africains. Donc on est là pour une noble et juste cause, qui justifie même que des soldats français meurent pour cette cause-là. Sur l'espace, oui, ça va devenir un enjeu, puisque on voit bien que les investissements militaires aujourd'hui se font avec présence dans l'espace, avec des satellites, et donc il est très important que l'on consacre des sommes plus élevées que par le passé à l'espace ou à tout ce qui est cyber. Ce qui fait que les dépenses militaires, et notamment pour un pays comme la France, que l'on voudrait quand même plutôt réduire, en disant il y a quand même d'autres priorités. Eh bien non, entre le renouvellement de la force de dissuasion, le remplacement d'un certain nombre de matériel militaire pour l'équipement de nos armées, et maintenant l'enjeu de l'espace et l'enjeu du cyber, on a une dépense militaire qui est élevée. Ce qui fait qu'on a un budget d'ailleurs global contraint. Entre l'éducation et la défense nationale et les intérêts de la dette, vous n'avez pas grand-chose. Quand j'entends certains dirigeants de droite dire on va faire des économies, allez-y, lesquelles? Sauf la décentralisation, mais ce n'est pas une économie, ça veut dire que d'autres payent à votre place.
supprimer les fonctionnaires. Une fois qu'ils ont supprimé toute l'administration des finances, il faut bien quand même quelqu'un qui recouvre l'impôt, même si c'est sur le plan numérique plus facile que par le passé. Bon, bref, c'est un autre débat. Sur la démocratie, est-ce que c'est la faute des journalistes? Je ne pense pas, même s'ils sont pris dans une logique maintenant qui n'est plus celle de l'immédiateté, mais c'est la logique de l'anticipation. C'est-à-dire que c'est même plus l'information qui va se produire, c'est comment on peut déjà la commenter avant qu'elle n'ait été révélée. Donc cette pression constante à travers les réseaux sociaux et à travers les chaînes d'information. Et je crois d'abord que la démocratie, si elle est en crise, c'est pour des raisons qui ont été bien précisées, institutionnelles, et avec une montée de l'abstention que nous devons regarder en face. C'est-à-dire qu'il est possible que pour cette élection présidentielle, l'abstention soit forte dès le premier tour s'il n'y a pas une offre qui est suffisamment attractive ou des offres qui ne sont pas suffisamment attirantes pour justifier le suffrage. Et il est possible que malgré la pluralité, la multiplicité même des candidatures, il y ait une abstention. On a tous dit oui, il y a eu une abstention très importante au moment des municipales, des départementales, des régionales, parce qu'il y avait la Covid, sans doute. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et qui s'abstient le plus? Les jeunes, alors même que l'enjeu électoral est d'abord le leur, et les catégories populaires, les quartiers notamment, qui considèrent que, et ça c'est un danger, que finalement ils n'ont pas participé à une république qui ne fait pas suffisamment de place pour eux, ou que de toute façon il y aura une continuité. Alors donc la bataille pour le vote est une bataille très importante, mais elle n'est pas simplement une incantation. Venez voter, s'il vous plaît, on vous supplie de venir voter. Non, pour que les citoyens viennent voter, il faut quand même qu'on leur propose des programmes. Un des problèmes de l'élection présidentielle qu'on va vivre, c'est quels sont les programmes, quelles sont les idées. La politique, c'est d'abord des propositions, c'est une pensée, c'est une vision. Ce n'est pas simplement des promesses, ce n'est pas simplement des incarnations toutes relatives d'ailleurs. Donc il faut absolument qu'il y ait de nouveau des clivages, des confrontations, des contradictions, et des partis pour les faire. Regardez, les Républicains finalement, ils pensaient que certains d'entre eux n'avaient pas besoin d'être dans le parti, finalement ils se sont mis dans le parti, mais il y a eu combien de votants? 150 000? Quand on sait ce que... Oui, 150 000 dans la primaire, oui. Quand on sait ce que représentait le RPR, j'étais pas membre, hein, mais on me l'a dit, 300 000 membres, le Parti Socialiste, 150 000. Aujourd'hui, les partis sont anémiés, ce qui est un grand problème pour la démocratie. Quant aux institutions, je pense qu'effectivement, il y a un abaissement du Parlement qui n'est pas acceptable et qui fait qu'il y a une légitimité qui est en cause et une concentration du pouvoir au niveau du président, alors même qu'il y a un Premier ministre. Enfin, s'il y a un Premier ministre, mais est-ce qu'il faut garder un Premier ministre dans ces conditions-là et pas équilibré avec un Parlement qui serait à l'équivalent du Congrès américain, avec une force qui puisse être celle de la négociation, notamment sur le budget ou sur les lois. Donc ça devrait être, la question institutionnelle, on la repousse toujours, on dit ça, on verra ça plus tard, ça devrait être un élément de la campagne présidentielle. Quelle démocratie veut-on? Avec une décentralisation plus profonde et avec une participation citoyenne, y compris par des votes qui pourraient se faire plus fréquemment. Bon, sur la fin de vie, je pense qu'il y aura un jour une loi sur la fin de vie, sûrement dans le prochain mandat. Je pense quel que soit, enfin pas quel que soit, mais enfin président ou la présidente qui sera élue, on sent bien qu'il y a moi j'avais été jusqu'où je pouvais aller dans le consensus, parce qu'il faut du consensus, mais là ça sera en fait c'est le suicide assisté qui est en cause. Donc je pense qu'on ira sous certaines conditions dans cette direction. Alors à la fin, un mot d'encouragement. Oui, je sais ce que vous avez subi, les étudiants en général, c'est-à-dire une privation de cours, une paupérisation, situation personnelle et sociale difficile. C'est pour ça que je pense que l'idée d'un revenu étudiant doit être posée aussi dans la campagne présidentielle. Je pense que les universités doivent être une priorité du prochain mandat. On a beaucoup trop sacrifié, y compris quand j'étais président, par rapport à la recherche publique. Et donc on a nécessité
de trouver une fois encore une grande priorité. Et on s'interroge, quelle doit être la grande priorité, quelle doit être la vision. Moi, je ne veux pas apparaître comme étant dans la répétition, mais ce que j'avais dû dire en 2010 devait être la chose suivante. Je pense encore que c'est la jeunesse qui doit être la grande priorité du quinquennat. Et si on veut que les jeunes viennent voter, il faut qu'ils aient le sentiment que c'est pour eux que les décisions se prennent. Et c'est vrai que c'est pour eux. C'est pour vous, mais c'est sur les choix climatiques, sur les choix industriels, sur les choix éducatifs, sur les choix de redistribution, de réconciliation des générations, de faire que entre les seniors et les jeunes, il n'y ait pas de contradiction, c'est vers une politique pour la jeunesse. Parce que même un senior qui est très attaché à sa sécurité, qui va défendre donc plutôt des valeurs de protection, s'il y a un élément qui permet de se dépasser par rapport à ses intérêts personnels, c'est de faire que la génération suivante puisse vivre mieux que lui. Donc voilà pourquoi je veux vous encourager à non seulement faire des études, ça c'est le moins qu'on puisse faire, non seulement de les faire dans des conditions qui, comme on l'a fait là, c'est quand même plus agréable d'être en face à face, vous avec des masques, moi pas, mais c'est quand même plus agréable de le faire, et enfin de pouvoir vivre décemment pendant la période de vos études. Je préside une fondation, j'ai été affligé qu'on ait été obligé de restaurer les banques alimentaires pour les étudiants. Donc il faut leur donner les moyens de vivre en autonomie. Voilà le message que je viendrai vous refaire dans 2 ans, dans 3 ans, si le directeur veut encore m'inviter. Merci.